heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité politique au plus près de chez vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et on commence dans quelques instants avec le sénateur du jour, c'est Vincent Delay, le sénateur centriste de l'Essonne. Il est avec nous, on l'entend dans quelques instants. Dans une demi-heure, l'invité c'est Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Et puis toute la semaine, nous sommes en Corse pour voir comment l'île tente de concilier le tourisme et la sécurité sanitaire. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, on reviendra longuement sur l'interview d'Emmanuel Macron hier. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 15 juillet. Le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés est souhaité par le président de la République. L'obligation pourrait entrer en vigueur dès le 1er août. Emmanuel Macron qui note une légère reprise de l'épidémie et assure que la France sera prête en cas de deuxième vague. Les jeunes seront la priorité de la relance, a dit le chef de l'État. Il a donné les premières pistes du plan en faveur de l'emploi des jeunes. L'accent sera mis sur l'apprentissage. Un dispositif exceptionnel d'exonération de charges sera créé pour faciliter l'embauche dans les entreprises. 300 000 contrats d'insertion seront proposés et le nombre de services civiques quasiment doublé dans les prochains mois. Et puis après Emmanuel Macron, c'est au tour de Jean Castex de prendre la parole. Le Premier ministre sera à 15h devant les députés pour prononcer son discours de politique générale dans lequel il déclinera la feuille de route des prochains mois. Demain matin, il sera devant le Sénat, un discours qui devrait être plus axé sur les territoires. Et on débute donc avec le sénateur du jour. Bonjour Vincent Delay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur de l'Essonne. Vous siégez dans le groupe Union Centriste. On va bien sûr longuement parler de cette intervention d'Emmanuel Macron. Avant de vous entendre, on va regarder ce qu'il faut en retenir avec Flora Sauvage. Il avait jusqu'alors refusé de se plier au rituel de l'interview télévisée du 14 juillet. Après la crise sanitaire et face à une possible deuxième vague de Covid-19, Emmanuel Macron souhaite rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics à partir du 1er août. Et pour mener à bien ces 2 dernières années de mandat, le chef de l'État veut tracer un nouveau chemin afin de renouer avec la confiance. Ce que vous m'avez sans doute vu infléchir durant la période de la crise que nous venons de vivre, et ce que j'ai souhaité déployer avec un nouveau Premier ministre, une nouvelle équipe, mais plus profondément dans ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, c'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage, c'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. À nouveau chemin, nouveau Premier ministre, plus proche des élus locaux, Jean Castex va dévoiler sa feuille de route cet après-midi dans son discours de politique générale. Sur le plan économique, Emmanuel Macron a annoncé 100 milliards d'euros supplémentaires et la mise en place de 300 000 contrats d'insertion pour les jeunes diplômés, tout en justifiant les mesures prises dans le cadre du plan de relance. Il y avait le feu à la maison, et donc on n'allait pas compter les seaux. Et ce quoi qu'il en coûte, il était légitime parce qu'il évitait une casse sociale, économique, avec les drames qui l'accompagnent. Dès le mois de mars, nous avons décidé à un niveau qu'aucun autre pays au monde n'a décidé. Je le dis parce qu'on peut être fier de la France, parfois. Et en l'espèce, je crois qu'on le doit. Nous avons accompagné les salariés avec un dispositif de chômage partiel qui n'a pas d'équivalent. Enfin, la réforme des retraites est toujours à l'ordre du jour, selon le chef de l'État. Nous ne ferons pas l'économie d'une réforme de notre système de retraite pour qu'il soit viable. Le Premier ministre, Jean Castex, va réunir en fin de semaine, vendredi, l'ensemble des partenaires sociaux pour tout mettre sur la table. Tout. Tout mettre sur la table pour éviter une nouvelle opposition dans la rue. Le calendrier de la réforme des retraites sera décidé entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Vincent Delay, comment vous l'avez trouvé cette interview du président de la République ? Écoutez, je trouve que le Macron 3 ressemble furieusement au Macron 1, au Macron 2. Pour moi, je n'ai pas trouvé beaucoup de différence et je trouve toujours que c'est un petit peu long. Ces interventions sont un petit peu longues et personnellement, je n'ai pas appris grand-chose. Sauf qu'effectivement, on va avoir, compte tenu des choix que l'on a fait pour gérer cette crise sanitaire, on va avoir des conséquences économiques et sociales énormes, très douloureuses. Le président de la République dit qu'on va éviter la casse économique et sociale. Je ne sais pas ce que c'est qu'une casse, mais je pense que ça va faire très très mal. Et on pouvait le prévoir depuis un petit moment. En tout cas, pour ma part, je l'avais déjà anticipé. Et voilà. Et donc, c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, moi, m'a toujours gêné. Parce que quoi qu'il en coûte, c'est en coûte à qui ?
Et ça, c'est une réponse que je n'ai pas obtenue. Ce quoi qu'il en coûte, c'est repousser à plus tard c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que c'est sur les générations futures. Alors, on va s'occuper de l'emploi des jeunes, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a besoin, de l'apprentissage, de la formation, mais on leur laisse des montagnes de dettes. Et on continue à leur laisser des montagnes de dettes. On a cette année une perte de richesse, Cette année, ça va être 270 milliards à peu près, mais l'année prochaine, il y en aura encore, puisqu'on dit qu'il y aura une croissance de 8% l'année prochaine, mais comme on a perdu 11%, cette année, en fait, on n'aura toujours pas récupéré le niveau de 2019, qu'on espère récupérer en 2022. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que quand on perd de la richesse, un ménage, une entreprise qui perd de la richesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a juste ses dépenses. Le ménage ou l'entreprise a juste ses dépenses. Et vous, comme moi, c'est ce qu'on fait. Et moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que l'État ne le fait pas. Donc pour vous, il faut arrêter avec le quoi qu'il en coûte? Il faut arrêter, bien sûr, avec le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'est pas possible. C'est pas possible de dire quoi qu'il en coûte. Alors, si on pourrait dire quoi qu'il en coûte, si on disait qu'on assumait nous-mêmes, notre génération, ce quoi qu'il en coûte. En réalité, on ne l'assume pas. On le déporte sur les générations futures. Donc c'est un peu facile. C'est un peu facile de dire quoi qu'il en coûte, on verra bien, et puis ce seront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui verront ce qui se passe et ce qu'on leur aura allégué. Alors moi je veux bien être fier de la France, mais j'ai envie d'avoir un pays qui assume, qui est sérieux, responsable et qui assume ce qu'il décide. Et c'est pas le cas? J'ai pas l'impression, en tout cas. C'est pas sérieux, c'est pas responsable. En tout cas, je vous ai dit que en 2 ans, en 2020, quand j'ai dit qu'en 2020, mais en 2021, on aura perdu 350 milliards de richesses. 350 milliards de richesses, qui va les payer? Qui les a déjà payés? Alors, qui les a déjà payés? C'est les commerçants, les artisans ou les indépendants qui ont dû arrêter leurs activités, qui ont fait faillite. Ça, il y en a quand même. Et moi, je pense à ceux-là en priorité, parce que c'est vrai que c'est eux qui ont été durement touchés. Sinon, les Français, en moyenne, ils ont épargné 100 milliards d'euros en plus pendant cette crise. Donc, en fait, ils ont mis de côté de l'argent. Et ce n'est pas les fonctionnaires qui ont perdu, ce n'est pas les retraités, c'est les salariés du privé. Il y en a un certain nombre qui ont été en chômage partiel, mais ils n'ont perdu que sur 2 ou 3 mois. Ce n'est pas les élus non plus. Les élus, on n'a rien perdu. Et finalement, on se dit, à quel moment on va payer? Et qui va payer? Est-ce que c'est les riches? Alors, certains disent que c'est les riches qui vont payer. Mais vous savez, si on rétablissait, comme certains le souhaitent, l'ISF, par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière qui est aujourd'hui, on gagnerait 3 milliards par an. On perd 350 milliards et on gagne 3 milliards. Vous voyez que ce n'est absolument pas à la hauteur. Si on taxait 100% de l'épargne qui a été faite, c'est 100 milliards sur 350 milliards de pertes. Donc vous voyez qu'en réalité, on perd beaucoup d'argent et on dit... On verra après, on se débrouillera, nos enfants se débrouilleront. Moi, je ne trouve pas ça sérieux. On va revenir sur ces questions budgétaires, puisque le Sénat examine ce week-end le budget rectificatif. Mais sur l'emploi, la priorité, c'est l'emploi des jeunes, a dit Emmanuel Macron, avec notamment une batterie de mesures pour lutter contre le chômage des jeunes. Est-ce que pour vous, ce sont les bonnes mesures? Moi, je pense que c'est des bonnes mesures, elles sont indispensables, parce que les jeunes vont trinquer. Non seulement on leur laisse des montagnes de dettes, mais effectivement, ils risquent de ne pas avoir d'emploi, parce que beaucoup d'entreprises ne pourront pas embaucher, hésiteront à prendre des alternances ou des apprentissages. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a nécessité de faire ces efforts-là. Pour ma part, il y a une mesure que j'aurais bien aimé voir, mais ça fait longtemps. J'aurais bien aimé, ça c'est pour toutes les entreprises, avoir un emploi sans aucune charge. Pour toutes les entreprises, quel que soit le niveau de rémunération, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui hésitent à embaucher des employés. Et si on leur disait, pour un emploi, vous n'avez aucune charge, pour les grandes entreprises, ça ne ferait rien, parce qu'un emploi sur 100 000 emplois, ça ne fait rien. Mais par contre, pour beaucoup d'entreprises en France, ça aiderait beaucoup. Sur la réforme des retraites, on ne pourra pas faire l'économie d'une réforme des retraites, a dit le président de la République, sans pour autant être très clair sur le calendrier. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? C'est le moins qu'on puisse dire que ce n'était pas clair. En tout cas, qu'il y ait une réforme des retraites, à un moment donné, ça sera nécessaire. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'ait très mal emmanché, comme l'a dit le président de la République. C'est pas mon terme, mais c'est le sien que je reprends. C'est vrai qu'on peut se demander ce qu'a fait M. Delvoye pendant 2 ans. Est-ce que ce n'était pas un emploi fictif? Parce qu'on a l'impression qu'il n'a strictement rien fait. Et moi, j'étais très surpris de la façon dont ça a été géré, parce qu'il a travaillé pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, il a fallu prendre contact avec les syndicats. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 2 ans? Et honnêtement, on a un système de retraite qui nous coûte trop cher. Alors, personne ne le dit, mais c'est certain qu'il coûte très cher. Donc, qu'on ait à le réviser, ça me paraît tout à fait normal.
qu'on le fasse dans la concertation, il faut le faire dans la concertation. Mais il faut le faire aussi de façon décidée et progressive, mais qu'on nous annonce au moins des dates. Parce que là, on est dans le flou total. Mais pour vous, il faut la remettre sur la table. Moi, je suis convaincu, même si la période est moins bonne. Parce qu'on est dans une période préélectorale et c'est toujours moins bon dans une période préélectorale. Moi, je pense que les réformes, il faut les faire en début de quinquennat. Et les efforts, d'ailleurs, les efforts financiers, il faudrait les faire en début de quinquennat. Il faut la remettre sur la table sous quelle forme? Est-ce qu'il faut reparler de ce système à points ou est-ce que là, il faut s'attaquer aux paramètres, c'est-à-dire à l'âge de départ notamment? Bon, moi, je pense que les deux, pour moi, sont nécessaires. Le système à points, je trouve que c'était un bon système. Et l'âge de départ à la retraite aussi. On peut pas continuer à être les seuls à avoir un âge de départ aussi précoce. Bon. Un mot sur l'écologie. Il a reparlé des propositions de la Convention citoyenne et notamment de sa volonté de faire un référendum. Sauf que pour faire un référendum, il faut que les deux chambres soient d'accord, dont le Sénat. Est-ce que vous seriez d'accord avec ce qu'il propose? Est-ce que c'est la bonne voie pour vous? Écoutez, moi, je ne suis pas persuadé que ça soit la priorité. Des priorités, en tout cas, de l'inscrire dans la Constitution. Par contre, de le faire, c'est une priorité. Et le faire, il faut nous expliquer comment on va le faire. Parce que ce qu'on nous a expliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de baisser la part du nucléaire, alors que le nucléaire est sans doute l'énergie la plus propre qu'on ait aujourd'hui avec l'hydroélectricité. D'abord l'hydroélectricité, ensuite le nucléaire. Mais honnêtement, moi, je suis surpris et je vous ai dit qu'il y avait une question à laquelle j'aurais aimé que le président de la République réponde et que j'aimerais que le Premier ministre réponde cet après-midi dans sa déclaration de politique générale, c'est qui va payer. Mais la deuxième réponse, c'est de se dire, est-ce qu'on va continuer longtemps à penser qu'on va avoir la même croissance qu'avant ? Et est-ce qu'on va baser toutes nos prévisions sur 2% de croissance ? Parce qu'en réalité, la croissance économique, elle est fondée sur l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de croissance. Et l'énergie aujourd'hui, elle provient principalement des énergies fossiles. Les énergies fossiles, on sait que c'est les premières à émettre des gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. Donc si on veut lutter contre le réchauffement climatique, il faut limiter l'énergie fossile, l'utilisation des énergies fossiles. Et si on limite l'utilisation des énergies fossiles, on limite la croissance. Et on est même parfois, pour certains, en contraction, c'est-à-dire en récession. Donc, c'est une question fondamentale à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui, personne ne répond, et on continue à prévoir, à se dire, on remboursera, les générations futures rembourseront avec la croissance qu'on aura créée. Mais en fait, quelle croissance ? On ne sait pas, on ne sait pas aujourd'hui sur quoi. Alors, peut-être qu'on aura effectivement un saut technologique majeur, une découverte technologique qui nous permettra de créer de l'énergie sans émissions de gaz à effet de serre. Peut-être, mais qui peut le dire aujourd'hui ? Et aujourd'hui, se dire qu'on va faire de la croissance demain, dans ces conditions, en essayant de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour participer à l'action contre le réchauffement climatique, je pense que ça relève de l'exploit. Et moi, je ne base pas des prévisions sur un exploit. Voilà, moi, je base des prévisions sur quelque chose de réaliste. Et si on voulait être réaliste aujourd'hui, il faudrait dire qu'il n'y aura pas de croissance demain, il n'y aura pas de croissance économique demain. J'espère qu'on n'aura pas de récession, mais il faut qu'on se débrouille et qu'on prévoit de se débrouiller sans croissance économique. Allez, on va parler de ce qui se passe au Sénat ce week-end. Le Sénat qui examine donc le budget rectificatif, le PLFR 3. Et avec ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier, ce plan de relance de 100 milliards supplémentaires, en plus que de ce qui est déjà prévu, est-ce que le budget rectificatif que vous allez examiner ce week-end n'est pas de facto caduc ? À chaque fois, on se pose la question. Vous savez, il y en a eu un premier, un deuxième. On est au troisième. Il y en aura sans doute un quatrième, puisqu'il faudra bien mettre en œuvre ce qu'a annoncé le président de la République le 14 juillet. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est toujours un petit peu en retard quand on examine ces budgets rectificatifs. En même temps, les mesures d'urgence, il en fallait au départ. Il faut des mesures de soutien. Maintenant, il faut quand même peut-être être un peu sélectif. Et je le disais tout à l'heure, quand vous êtes un ménage ou une entreprise qui perdait de l'argent, vous perdez beaucoup de moyens, vous ajustez vos dépenses. Je ne comprends pas que le budget qui a été voté pour l'année 2020 ne soit pas révisé aussi au niveau de ses dépenses. On ne fait que rajouter des mesures de soutien, des mesures d'urgence et autres, de relance prochainement, mais finalement, on ne réajuste pas du tout nos dépenses qui ont été prévues l'an dernier. Donc ça veut dire clairement plus d'économies ? Mais bien entendu. Dans quel domaine ? Mais on devrait les avoir fait depuis longtemps. Écoutez, on a décidé de faire des gros travaux, par exemple, sur le Grand Palais. Je cite ça, le Grand Palais. On décide de faire 450 millions de travaux. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ? Qu'on fasse la mise aux normes qui doit coûter 130 millions d'euros, OK, mais le reste,
On n'ajuste pas. Là, dans les mesures de soutien, on apporte à Prestalis, la distribution, la presse, 200 millions. 200 millions d'euros pour 190 emplois. C'est à peu près 1 million par emploi. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est justifié alors qu'on est dans un système qui date de l'après-guerre et qu'on pourrait le moderniser très nettement ? Donc, moi, voilà, je trouve qu'il n'y a pas d'interrogation sur les dépenses. On rajoute toujours des dépenses. Alors là, on ne compte plus. Heureusement que les marchés nous font confiance. Les marchés, la finance qui était l'ennemi de François Hollande, maintenant c'est notre grand ami. Parce que heureusement que les marchés nous font encore confiance. Mais pourquoi ils nous font confiance ? Parce que les Français ont beaucoup d'épargne. On a 1000 milliards d'épargne. Tous les Français confondus. Donc, c'est vrai que les marchés nous font confiance là-dessus. Mais le jour où ils nous feront plus confiance, ça nous fera très très mal. Donc moi, je suis pour qu'on soit beaucoup plus sérieux et responsable, qu'on assume ce que l'on décide. Quand on décide, on l'assume et on ne le reporte pas systématiquement dans l'avenir. Allez, on va parler d'un autre sujet qui concerne le Sénat et qui vous concerne et qui concerne les Français, surtout en cette période de vacances, ce sont les autoroutes. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Fanny Conquis. Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Vincent. Bonjour. Et on va donc parler de cette commission d'enquête sur le contrôle des concessions autoroutières. Oui, il faut rappeler que les sociétés concessionnaires d'autoroutes gèrent près de 9000 km de voies. 3 groupes concentrent plus de 87% des concessions du pays. Une situation de concentration qui pose donc des questions. À la demande du groupe Union Centriste, une commission d'enquête a été créée en début d'année au Sénat. Vincent Delay, vous êtes donc rapporteur de cette commission sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. Car près de 15 ans après ce que l'on appelle la privatisation, un point de la situation semblait nécessaire, notamment sur l'évolution des tarifs, sur le prix payé par les sociétés concessionnaires à l'État, sur les travaux réalisés et s'ils font bien l'objet de mise en concurrence systématique et sur les pistes d'évolution pour l'avenir alors que certains envisagent la renationalisation. De nombreux acteurs économiques et politiques ont été entendus, notamment Pierre Coppet, président de Vinci Autoroutes, ou encore Umberto Bercani, rapporteur général adjoint de l'autorité de la concurrence. Mais vous avez aussi auditionné, bien sûr, ceux qui étaient en fonction à l'époque, et notamment Dominique de Villepin. Il était Premier ministre en 2005 au moment de la privatisation des autoroutes, un terme qu'il réfute d'ailleurs. Écoutez. Nous n'avons pas décidé la privatisation des autoroutes. Les autoroutes françaises font partie du domaine public. Contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre, l'État en est toujours le propriétaire. À la fin des contrats de concession, nos autoroutes ne disparaîtront pas et demeureront la propriété des Français. À la fin des contrats, soit dans les conditions de 2005 à compter de 2028, l'État récupérera une infrastructure en très bon état, améliorée sur la base des travaux de rénovation et d'aménagement imposés par les cahiers des charges de l'État. Mon gouvernement n'a pas bradé les bijoux de famille, pas plus qu'il n'a tué la poule aux œufs d'or, bien au contraire. Alors, vous avez également auditionné Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement en 2015 et qui a donc signé le protocole d'accord entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes à l'époque. Ségolène Royal qui estime qu'une remise en concurrence des concessions serait utile. Pour l'ancienne ministre, les concessionnaires étaient en position de force. Elles ont eu le beurre et l'argent du beurre, les autoroutes. Elles ont fait croire, parce qu'on était insuffisamment énergique en face, que il y avait une obligation d'augmentation permanente des tarifs. Ils avaient réussi quand même à faire croire à tous leurs interlocuteurs du côté de l'État, ah ben oui, ben l'augmentation c'est tous les ans. Or, c'est pas vrai. Quand on regarde, et même dans le contrat, et d'ailleurs la Cour des comptes le dit clairement, et la Commission européenne le dit, mais non, soit ça augmente, soit ça baisse. Vincent Delay, au vu des auditions que vous avez menées jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez le sentiment que cette privatisation, c'était finalement une bonne opération ? Alors, je ne peux pas ici et ce matin vous donner les conclusions de nos travaux puisqu'on est encore en train d'auditionner. On a Alexis Kohler cet après-midi, demain matin Bruno Le Maire. Donc on va poursuivre nos auditions. On commence à avoir une bonne idée quand même effectivement à la fois du processus d'ouverture du capital qui avait été lancé, c'est Dominique de Villepin qui le rappelait par Lionel Jospin, qui avait commencé à céder 20% du capital d'ASF. Et c'est vrai qu'on essaie de faire la clarté à la fois sur l'histoire, sur la privatisation, le protocole de 2015, c'est pour ça qu'on avait invité Ségolène Royal aussi, qui a signé ce protocole avec Emmanuel Macron, avec les sociétés concessionnaires d'autoroutes, qui prorogeaient les concessions. Et
surtout préparer l'avenir. Parce que ce qui nous intéresse, c'est cela, c'est voir comment l'État peut se renforcer. Est-ce que l'État contrôle suffisamment bien les sociétés d'autoroutes? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre? C'est ça qu'on veut essayer de mettre en avant. Et je dirais que nos travaux avancent très très bien. On a pu avoir beaucoup d'interlocuteurs, mais aussi beaucoup de soutien de personnes qui s'intéressent au secteur, et il y en a beaucoup. Donc c'est vrai que moi je me passionne pour cette commission d'enquête, et je pense que notre rapport sera d'abord un rapport sérieux, qui sera pas partial, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'enfoncer les sociétés concessionnaires d'autoroutes. On est là pour défendre bien sûr l'intérêt général et l'État qui concède, mais et puis préparer l'avenir, l'aider à préparer l'avenir, voir si tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent et qui s'est considérablement amélioré quand même depuis 2015, est-ce que tout cela est suffisant, et quelles sont les pistes pour la suite? Justement, puisque vous parlez d'avenir, Fanny le rappelait, Ségolène Royal était auditionnée. Elle dit qu'une remise en concurrence des concessions serait utile. C'est une bonne piste, ça? C'est pas ce qu'elle a prévu et c'est pas ce qu'elle a signé en 2015. En 2015, elle a signé une prorogation des concessions. Et donc, après, la commission d'enquête, je pense, ne se prononcera pas sur tel ou tel scénario, mais dira évoquera tous les scénarios possibles, et dira un peu quelles conséquences il pourrait en résulter. Pour chaque scénario. Voilà, pour chaque scénario, et ce que l'État devrait faire aussi pour chaque scénario pour se préparer. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà dire que les usagers, les Français, ont été les grands perdants de cette privatisation? Alors, je suis d'accord avec Dominique de Villepin, en fait, ce qu'on appelle la privatisation, parce que les sociétés d'autoroutes qui gèrent aujourd'hui ces autoroutes, à la fin des concessions, n'auront plus rien. C'est-à-dire qu'elles auront investi au départ, elles auront exploité avec pas mal de retours, effectivement, et elles n'auront plus rien à la fin. Donc à la fin, les Français, ils auront quand même des autoroutes, ils continueront à avoir des autoroutes qui sont un des éléments d'infrastructure très importants pour le pays, et sur le plan économique aussi. Donc on n'est pas si perdant que ça. On n'est pas si perdant que ça. Je pense que peut-être qu'on a payé peut-être un peu trop cher par moment, l'État n'a peut-être pas assez encaissé, mais ça méritera d'être vérifié. Je ne veux pas anticiper sur les conclusions de la commission d'enquête. Sachez qu'on travaille vraiment très sérieusement. On a travaillé pendant le confinement, puisqu'on a réussi à continuer nos travaux. Et puis, on a obtenu 2 mois de supplémentaires, puisqu'on devait sortir notre rapport là, maintenant, à la mi-juillet. Et en fait, on le sortira mi-septembre. Et vous viendrez nous en reparler? Et bien sûr, volontiers, si je suis invité. Bien sûr, vous viendrez nous donner les conclusions de ce rapport. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les Français, bien sûr. Allez, comme tous les jours, on va se rendre dans une rédaction locale, Vincent Delay. Aujourd'hui, on va aller à Tours. On va retrouver Mathieu Le Gall. Bonjour Mathieu. Journaliste à la Nouvelle République. Et à la une de la Nouvelle République, bien sûr, Emmanuel Macron. 600 jours pour mieux faire. Oui, le président a dessiné hier la fin de son mandat, marqué par une crise sanitaire et économique, mais il n'a fait qu'esquisser les lignes de sa politique pour les 600 jours à venir et nous a laissé un peu sur notre faim. On attend donc avec impatience le discours de politique générale de Jean Castex aujourd'hui pour préciser les contours de cette relance industrielle et écologique dont a parlé le chef de l'État hier. Et il y a un autre sujet à lire aujourd'hui dans la Nouvelle République, c'est le Futuroscope, le parc du Futuroscope qui est près de Poitiers, et les ambitions de son directeur général, Rodolphe Bouin. Oui, Ariane, le Futuroscope, c'est un fleuron économique dans le département de la Vienne et c'est un poids lourd de l'industrie des loisirs en France avec 1,9 million de visiteurs en 2019. Comme ses concurrents, Disneyland Paris, le Puy du Fou, le Futuroscope est condamné à se réinventer, à innover et à imaginer de nouvelles attractions pour attirer de nouveaux publics. Son directeur général Rodolphe Bouin détaille cette ambition aujourd'hui dans nos colonnes. Il parle d'un plan d'investissement de 304 millions d'euros d'ici 2025, de 3 nouvelles attractions, de 2 hôtels et d'un nouvel espace baptisé Aquascope. Alors Mathieu, pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont peut-être jamais allés au Futuroscope, dites-nous qu'est-ce qu'on peut y faire? Pour résumer, le Futuroscope, c'est le parc de l'image, des sensations, de l'immersion et qui, après un gros passage à vide à la fin des années 90, a su se réinventer. Aujourd'hui, vous pouvez par exemple partir dans l'espace avec Thomas Pesquet ou connaître les sensations du coureur automobile Sébastien Loeb. Vous pouvez vivre les aventures de Scrat, l'écureuil complètement givré de l'âge de glace, ou essayer la dernière attraction du parc baptisée Objectif Mars. Et comme le détaille mon collègue Alain Defaille aujourd'hui dans notre édition de la Vienne, le Futuroscope voit encore plus grand avec une nouvelle attraction en 2022 baptisée Chasseur de tornades et un nouveau pavillon qui plongera le public dans le triangle des Bermudes en mars 2024.
Sans parler de l'ouverture prévue dans 2 ans d'un hôtel expérientiel de 80 chambres qui s'appellera Station Cosmos et de 220 chambres en écologe programmées l'année suivante. Alors, on imagine, Mathieu, que le Futuroscope, c'est important pour l'économie de la Vienne. Quelle retombée économique le Futuroscope attend-il de ce plan d'investissement ? Le parc vise 2,5 millions de visiteurs et une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires à l'horizon 2025. En termes d'emploi, le Futuroscope veut passer de 300 à 1000 emplois directs en équivalent temps plein. La relance dont parlait Emmanuel Macron passe aussi et peut-être surtout par les territoires. Mathieu, on invite les gens qui nous écoutent à aller au Futuroscope cet été, s'ils en ont l'occasion. On va revoir la une de la Nouvelle République consacrée à l'interview d'Emmanuel Macron. Macron, 600 jours pour mieux faire. Merci Mathieu d'avoir été avec nous. On va regarder maintenant votre revue de presse, Vincent Delahaye, avec Fanny qui revient. Et Fanny, on commence par Le Parisien. Oui, effectivement, on commence par Le Parisien. Cette une qui revient évidemment sur l'interview du 14 juillet donnée hier par le président de la République Emmanuel Macron. Masque, emploi, retraite, impôts, les choix du président. Une interview pour fixer le cap des 600 derniers jours de son mandat. Priorité annoncée hier par le chef de l'État pour cet acte 3 du quinquennat, l'emploi et le dialogue social. On continue avec Le Parisien et cet article qui se penche sur l'université d'Evry qui ouvre une classe préparatoire pour entrer à l'ENA, l'École nationale d'administration, on le sait, qui est très sélective. Et bien en novembre, une quinzaine d'étudiants inaugureront la première promotion. Objectif, diversifier les profils des futurs cadres de la haute fonction publique. Vincent Delahaye, c'est une bonne initiative, c'est la bonne méthode selon vous pour diversifier les profils ? Écoutez, en tout cas, c'est une des méthodes. Je ne dis pas que c'est la seule, mais je pense que c'est très bien d'ouvrir cette classe préparatoire. Alors après, pour l'instant, il n'y a qu'une quinzaine d'étudiants. On ne sait pas combien pourront intégrer l'ENA. Mais c'est vrai que c'est bien que cette école de la haute administration puisse s'ouvrir à des profils un peu différents. Voilà, et on a eu 2 premiers ministres successifs là qui sont des énarques, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'avoir des profils un peu différents et montrer la diversité de la société française d'aujourd'hui, je crois que c'était une bonne chose pour l'ENA. Et on termine avec le Républicain de l'Essonne, Fanny. Oui, le Républicain de l'Essonne, un auteur de rodéo urbain arrêté par la police. On apprend qu'il roulait à contresens sur une motocross et qu'il ne portait pas de casque. Il a finalement été interpellé et la moto saisie. Vincent Delahaye, une réaction, comment faire face à ce rodéo Écoutez, c'est bien, j'espère que la justice va suivre, parce que la police intervient souvent et dans des conditions pas toujours faciles. Mais c'est un sujet qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, en banlieue, mais aussi parfois dans le monde rural, parce que là-bas aussi, il y a parfois des rodéos. Et j'avais été à l'initiative d'une proposition de loi sur le sujet, qui avait été reprise par la ministre de l'époque, Jacqueline Gourault, qui l'a transformé en projet de loi. Donc on a réussi à faire passer ce durcissement en fait des sanctions. Après, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais je dirais que la justice a aujourd'hui quand même des moyens, quand la police a fait son travail en amont, ce qui est souvent le cas, de pouvoir sanctionner et qu'il n'y ait pas ce sentiment d'impunité qui est souvent partagé par beaucoup de jeunes et qui fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les toucher du tout. Et ça, c'est très, très gênant. Et merci beaucoup. Merci Fanny. Merci Vincent Delahaye d'avoir été avec nous. Vous reviendrez donc en septembre nous présenter. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Mais c'est un plaisir partagé. Vous reviendrez nous présenter les conclusions de cette commission d'enquête sur les autoroutes. Dans 2 minutes, on va accueillir Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait de l'interview d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui revient sur le nouveau chemin qu'il entend tracer. La méthode utilisée durant les 3 premières années du quinquennat a permis de faire des réformes inédites. On a fait des réformes, et je rends hommage là à Édouard Philippe et ses gouvernements, qu'on pensait impossibles. Elles ont été faites. Et elles étaient nécessaires parce qu'elles ont redonné aussi de la force au pays, qui lui a permis de traverser la crise actuelle. Elles lui ont donné de la crédibilité internationale. Nous sommes repassés sous la barre des 8% de chômage. Nous avons commencé à conjurer avant cette crise. Oui, mais la crise est extérieure. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, les résultats sont là, ils sont le fruit d'un travail de toute la nation. On était en train de gagner la bataille contre le chômage de masse, on était en train de baisser les impôts, et on les a largement baissés en même temps qu'on réduisait les déficits courants, et nous étions en train de moderniser le pays. Et donc tout ça est positif. Par contre, la confiance n'avait pas retrouvé le pays.
Et là, vous avez raison. Et donc, quand je fais le constat de ce que j'ai réussi et je n'ai pas réussi, je suis obligé de faire ce constat, parce que le moment que nous vivons est plus historique et plus profond. Et donc, ce que vous m'avez sans doute vu infléchir durant la période de la crise que nous venons de vivre, et ce que j'ai souhaité déployer avec un nouveau Premier ministre, une nouvelle équipe, mais plus profondément dans ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, indépendante, dans une Europe autonome, et au fond que chacun puisse vivre mieux. C'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage. C'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile. Et notre invité politique ce matin, c'est Damien Abad. Bonjour. Bonjour. Député de l'Ain, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui dirige le bureau parisien du journal Ouest France. On va bien sûr longuement parler de cette interview d'Emmanuel Macron, Damien Abad. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont convaincu dans cette interview ? Honnêtement, pas grand-chose. D'abord parce qu'il n'y a pas grand-chose dans cette interview, peu d'annonces, peu de mesures concrètes et puis surtout un cap, une vision qui est tout sauf claire. On a une vraie ambiguïté, on nous fait le blabla sur le nouveau chemin, la nouvelle équipe. La vérité, c'est qu'il y a le capitaine qui change, l'équipe est la même, le chemin est quasiment inchangé et en fait, il y a surtout un brouillard épais sur la vision du président de la République sur les prochains mois et les réformes à faire pour transformer le pays. Vous attendiez autre chose hier ou vous n'êtes pas surpris de ce que vous avez entendu ? Non, honnêtement, j'attendais une interview plus incisive, un président de la République plus offensif, plus déterminé, plus audacieux aussi sur un certain nombre de réformes. On a été globalement déçus. Je pense que je ne suis pas simplement le représentant de l'opposition, mais c'est le sentiment partagé par les Français. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand c'est bien, c'est bien. Là, honnêtement, ce n'était pas le cas, sur la forme comme sur le fond. Et nous sommes restés sur notre faim. D'abord, cette interview qui arrive la veille de la déclaration de politique générale, déjà, ça nous interroge sur les institutions de la Ve République, sur les relations entre le Premier ministre et le Président de la République, tout ça. Et sur la manière dont l'exécutif voit le Parlement aussi ? Oui, vous savez, le Parlement, c'est un peu la dernière roue du carrosse. C'est un peu ce qu'on remplit quand on a rempli toutes les cases de l'agenda. Et c'est bien regrettable. Moi, je crois à la démocratie parlementaire. Et les piétinements incessants et permanents de la démocratie parlementaire, eh bien, il abîme tout simplement notre démocratie dans le pays. En même temps, Emmanuel Macron avait déjà fait le coup à Édouard Philippe en 2017. Il s'était exprimé devant le Parlement réuni à Versailles, le Congrès, juste la veille de la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Il y a beaucoup de redites finalement et de choses qui se répètent, et dans le discours et dans la méthode. Oui, rien n'a changé. Finalement, il faut que tout change pour que rien ne change. La réalité, c'est que le changement, il est simplement dans les mots, mais en aucun cas dans les actes, ni dans la méthode, ni dans la pratique, ni sur le fond. Il n'y a pas de changement de cap. D'ailleurs, le président de la République ne veut pas changer de cap. Et là-dessus, il y a un point sur lequel je trouve que je suis d'accord avec lui, c'est quand il dit c'est tout sauf un gouvernement de droite. Il n'y a pas de changement de cap. Pour vous, ce n'est pas un gouvernement de droite. Il n'est pas marqué à droite, ce gouvernement. Non, le Premier ministre peut-être, mais le gouvernement, non. Très clairement. Il y a 14 ministres, il l'a dit, ce n'est pas nous qui le disons, 14 ministres qui viennent de la gauche. Il y a une volonté d'avoir ce dépassement politique. Mais en fait, ce dépassement politique, c'est la confusion permanente. Et c'est ça aujourd'hui, c'est cette ambiguïté-là du « en même temps » qui crée des difficultés. Il y a quand même des gros portefeuilles qui sont détenus par des ministres qui viennent de la droite aussi. Oui, mais il y en a aussi... L'intérieur, l'économie. Oui, mais je peux aussi vous citer l'écologie, la santé, le travail, un certain nombre de portefeuilles qui sont détenus aussi par la gauche. Et ça va être la cohérence et la ligne politique. Ils sont détenus par la gauche ou la droite, ou est-ce qu'ils sont détenus par des macronistes aujourd'hui ? Parce que quand on est passé à La République En Marche en 2017, est-ce qu'on peut toujours dire qu'on vient de la droite ou vient de la gauche ? Est-ce que ça a encore du sens ? C'est toute ambiguïté. Moi, je pense que le macronisme devient une sorte de nihilisme de ni droite ni gauche. La réalité, c'est que ni droite ni gauche, ça n'existe pas. Donc on n'habite plus nulle part, en fait. Et oui. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de demeure, et donc il n'y a plus de boussole, et donc il n'y a plus de valeur et il n'y a plus de conviction. Qu'il faille avoir un état d'esprit ouvert. Moi, je suis 100% favorable à ça, à ce qu'on ne soit pas sectaire. Mais il y a une différence entre le sectarisme et la force des convictions. Et aujourd'hui, il n'y a plus de force des convictions. Pour terminer sur le gouvernement, qu'est-ce que vous attendez des nominations des secrétaires d'État ? Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Qui va accéder à quel poste ? Non, on n'attend absolument rien. Vous savez, ça c'est du casting pour organiser un certain nombre de secrétaires d'État. Il y a une déception que j'ai, c'est que on n'est pas nommé la ministre en charge des personnes handicapées. Elle est dans le rang de secrétaire d'État. Ça montre que finalement ce sujet-là est relégué en second, en troisième rideau, que plus personne n'en parle.
Je pense que c'est une erreur et une faute politique majeure. Vous auriez souhaité un ministère ou un ministère délégué? Oui, et puis surtout une prise de conscience, une réalité. Moi, j'ai le souvenir des déclarations présidentielles sur le handicap sera le fil rouge de mon quinquennat. La réalité aujourd'hui, elle est totalement inversée. Et je crois que c'est dommage. Dernière question, puisque vous parlez d'un changement de capitaine. Est-ce que vous l'avez compris, le remplacement d'Édouard Philippe? Emmanuel Macron a tenté de l'expliquer hier. Vous l'avez compris? Difficilement. Quand on nous dit j'ai choisi un maire d'une commune de quelques habitants, quelques centaines d'habitants, plutôt qu'un maire d'une grande ville, j'espère que ce n'est pas le seul critère de sélection. Difficilement parce que la réalité, c'est que comme on n'a pas de changement de cap, on aurait très bien pu avoir le même capitaine jusqu'au bout. Ou alors c'est un problème de relations humaines. À ce moment-là, il faut le dire et l'assumer en tant que tel. Ça a été dit un peu à demi-mot. Mais la réalité, c'est que les Françaises et les Français ont du mal à comprendre pourquoi on a changé de Premier ministre alors qu'on ne change pas de politique, qu'on ne change pas de cap. Plus pour un changement de méthode, d'après ce qu'on a compris hier du discours d'Emmanuel Macron, notamment le dialogue social, le dialogue avec les élus. Il y avait un problème concernant le dialogue avec les élus, le dialogue avec les parlementaires, avec Édouard Philippe? Oui, c'est pas avec Édouard Philippe. Il y avait un problème avec la majorité dans son ensemble et avec tous les représentants du macronisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion avec les territoires. Et il y a eu aussi un mépris des territoires. Il ne faut pas oublier que la crise des Gilets jaunes a son origine. Elle est née dans les territoires. Et que cette fracture territoriale, elle a grandi pendant ces 3 dernières années. Elle a grandi par une politique anti-territoire. Pensons aux 80 km/h, la question de la taxe sur les carburants, la question de l'enclavement de tous ces territoires. Tout ceci nous montre quoi? Nous montre qu'effectivement, il y avait une déconnexion et un besoin certainement de retour au réel. On jugera sur pièce et sur acte la capacité du Premier ministre à faire ce chemin-là. Et ça peut changer avec Jean Castex, ça? En tout cas, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui est ancré dans les territoires. Je pense que cette critique, on ne peut pas lui faire. Maintenant, la question de Jean Castex, c'est de savoir est-ce qu'il aura les marges de manœuvre et les moyens pour influer sur cette politique et surtout écouter, mais pas simplement écouter, faire confiance et agir avec les territoires. Et vous savez, il y a des rendez-vous qui vont arriver. La question, par exemple, de la proportionnelle intégrale. On peut dire ce qu'on veut. Si demain, on met une proportionnelle à l'Assemblée nationale, on ne pourra pas être l'homme des territoires et celui qui crée une majorité ou des députés hors sol à l'Assemblée nationale. Donc, on jugera sur les actes et sur pièce. Pour le moment, en tout cas, vous ne ressentez pas de changement d'état d'esprit au sein de la majorité? C'est trop tôt pour le dire, sur toutes ces questions-là, sur le rapport au territoire, l'attitude de la majorité Non, parce que les députés de la majorité considèrent que ce sont des élus de la nation, ce qui est vrai, mais qui ne sont pas des élus des territoires. Mais ils n'ont pas évolué dans leur comportement? Pas vraiment, je n'ai pas eu le sentiment. En plus, vous avez vu qu'il n'y a aucun député qui n'a été élu, aucun, à part peut-être une exception près, pendant ces élections municipales. Même le secrétaire général du Parti Républicain En Marche a été battu à Paris. Il y a Olivier Gaillard, il me semble, dans une... Un seul. Tous les autres ont été battus. Et c'est quand même un signal politique très fort de cette déconnexion avec les territoires. Mais quand vous entendez hier 1h20 d'interview et pas un mot notamment sur la question de la décentralisation, alors la question ne lui a pas été posée à sa décharge, mais pas un mot là-dessus, est-ce que vous dites c'est pas inquiétant, c'est peut-être Jean Castex qui en parlera cet après-midi à l'Assemblée, demain au Sénat, ou est-ce que vous dites c'est révélateur d'un problème? Les deux, oui, ce sera certainement dans la feuille de route du Premier ministre. On verra les contours que pourrait prendre cette décentralisation. Mais ça prouve effectivement l'éloignement par rapport au réel. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est l'éloignement par rapport au réel. Et l'éloignement par rapport au réel du président de la République, c'est pas simplement parce qu'il n'a pas parlé de décentralisation. C'est surtout parce qu'il a oublié totalement la question de l'autorité de l'État, la question du régalien, la question de l'État-nation. Et c'est un sujet central, majeur, que l'actualité, malheureusement, nous rattrape tous les jours sur cette question-là. Et le chef de l'État, il est quand même là pour incarner ces questions internationales, européennes et d'autorité de l'État. Et ça a été, je crois, un grand manque hier. Alors, il a quand même annoncé les caméras piétons généralisées. Ça, c'est un bon signal pour vous? Oui, d'accord. Mais enfin, la politique régalienne du chef de l'État ne peut pas s'arrêter aux caméras piétons. Donc, certainement que c'est un bon signal que nous réclamions avec Éric Ciotti, les députés républicains, depuis déjà plusieurs mois. Il faut maintenant le mettre en œuvre. Et le port du masque obligatoire, ça fait partie des choses qui sont sorties du chapeau hier. Pourquoi attendre début août, par exemple? Il évoque, le chef de l'État disait sans doute 1er août. Pourquoi attendre si longtemps pour obliger les Français à porter le masque? Moi, je souhaite que le port du masque soit appliqué dès lundi. Dès lundi, en Belgique, on a mis 48 heures pour appliquer cette mesure du port du masque obligatoire dans les lieux. En France, on a su confiner très très vite aussi. Et on a su confiner en 24 heures. Et donc, je ne comprends pas pourquoi il nous faut 15 jours pour rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics clos. Sachant que tout le monde et en a les explications du Premier ministre, du ministre de la Santé, ne me convainquent pas du tout. Oui, tout le monde en a, tout le monde en dispose. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que le discours sur le port du masque, moi j'ai le souvenir quand même du mois de mars,
On nous expliquait, le directeur général de la Santé, le ministre de la Santé, que le port du masque est inutile, qu'il n'est pas utile dans l'espace public. Bon, aujourd'hui, le président de la République a dit que ce sera l'un des piliers de ma politique de reconquête sanitaire. Tant mieux, mais faisons-le tout de suite. Je ne comprends pas ce délai, cette hésitation encore, cette ambiguïté permanente, comme s'il était forcé par les événements, mais qu'au fond de lui, il n'avait pas envie de ce port du masque obligatoire. Quand le président nous dit qu'on est prêt pour la deuxième vague, vous le croyez là-dessus ou vous avez un doute? J'espère. Je dis simplement que qu'est-ce que ça a révélé? C'est que finalement, ce qu'on dit depuis le début chez les Républicains, c'est que si on avait eu suffisamment de masques et de tests, très certainement, on n'aurait pas fait un confinement aussi dur, aussi généralisé. Et la réalité, c'est celle-là. Donc, on a des capacités de tests qui ont été augmentées. On a désormais, on dispose davantage de masques. Maintenant, il faut savoir si les hôpitaux sont capables d'absorber une nouvelle vague dans les services de réanimation. Et c'est là où nous attendons le Ségur de la santé, c'est sur l'organisation territoriale et la réforme de l'hôpital public. La revalorisation salariale, c'est nécessaire, mais ça ne fait pas une réforme structurelle. C'est historique, comme l'a dit le Premier ministre, pour vous, cet accord ? C'était nécessaire. On oublie de dire quand même que sur les 180 € nets d'augmentation, il y a 90 € qui vont arriver là dans les prochaines semaines, mais que les 90 autres euros, ils seront en mars 2021. Enfin, pour un aide-soignant, une infirmière ou un médecin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils ont le sentiment peut-être que les 180 € vont arriver au 1er septembre. Et quand on voit que le président de la République, par exemple, sur la taxe d'habitation recule, on peut se dire que ce qui est acquis aujourd'hui, c'est les 90 premiers euros. Et pour les 90 restants, on verra, parce que ce qui se passera dans 6 mois ou dans 7 mois, personne ne le sait. Vous avez un doute sur le fait que les soignants touchent effectivement leurs 183 € net ? Je l'espère, en tout cas c'est marqué dans le marbre. C'est un effort, moi je salue cet effort, il était indispensable, mais cet effort ne peut faire échapper l'hôpital public à sa réforme en profondeur. À propos d'argent et du plan de relance, comment est-ce que vous voyez les choses ? Le chef de l'État a redit hier qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts d'ici la fin du quinquennat. Est-ce que c'est tenable d'injecter autant d'argent dans un délai si court pour soutenir l'économie sans toucher à l'impôt ou aux taxes ? Alors oui, c'est tenable. Oui, il ne faut pas augmenter les impôts ni les taxes. Pour nous, donc c'est très clair. Là, vous êtes d'accord avec lui ? On est d'accord, mais encore une fois, on est d'accord sur les mots et sur le principe. Sauf que ce principe, il dit ça, et dans la minute qui suit, il nous explique que la suppression de la taxe d'habitation pour les 4 millions de ménages les plus aisés sera reportée sine die. C'est-à-dire qu'en gros, ça disparaît. Et donc, c'est ça qui va passer. Pourquoi les gens ne croient plus à cette politique aujourd'hui ? C'est parce qu'ils vous disent pas de hausse d'impôts, pas de hausse de taxes. En même temps, il y avait une promesse présidentielle de supprimer la taxe d'habitation pour tous les Français. Et dans la même minute, il annonce que cette promesse ne sera pas tenue. Et donc, c'est une forme de hausse d'impôts déguisée. C'est en tout cas une non-baisse d'impôts. Et donc, c'est en tout cas moins de pouvoir d'achat pour des Français. Je le rappelle, ce n'est pas que des gens riches. Quand vous gagnez 2 500 € net et que vous êtes un célibataire et que vous n'allez pas avoir cette suppression de la taxe d'habitation, je ne considère pas que c'est une personne riche ou aisée. Que vous défendez cette suppression de la taxe d'habitation. François Baroin dit que c'est une mauvaise réforme. Mais oui, la réforme était mauvaise. Nous n'aurions pas fait la suppression de la taxe d'habitation, on l'a dit depuis le début. Mais maintenant qu'elle est sur la table, on ne peut pas faire quelque chose à moitié ou aux 2 tiers. Et surtout qu'on a des compensations qui sont faites pour les collectivités locales. Ce que nous pensons, c'est que ce n'était pas forcément l'impôt à supprimer en priorité. Nous préférions avoir des baisses massives d'impôts sur le revenu. Ça permet de préserver l'autonomie et la fiscalité locale et en même temps de renforcer le pouvoir d'achat des Français. Ce n'est pas le chemin qui a été fait, ce n'est pas le nôtre, mais maintenant qu'on l'a fait, il faut aller au moins jusqu'au bout du chemin. Sur la relance, Stéphane le disait, 100 milliards supplémentaires qui ont été mis sur la tablière. On sait les Républicains très attachés au respect des comptes publics. Est-ce que vous dites c'est bien qu'on aide encore plus à la relance ou est-ce que vous dites il faut arrêter maintenant avec le quoi qu'il en coûte ? Non, la relance économique, elle est indispensable. Le problème, c'est où va cet argent et comment il est financé. C'est une chose d'investir et de s'endetter pour investir dans l'avenir du pays. Ça, c'est la promesse du président de la République aujourd'hui. Mais nous jugerons, là aussi, sur pièce et sur acte, en fonction des projets de loi de finances. C'en est une autre de financer par la dette, par exemple, des revalorisations salariales ou des coûts de fonctionnement supplémentaires. Nous verrons ce qu'il en est en tant que tel. Vous suspectez de vouloir faire les deux à la fois, c'est ça ? Je pense qu'effectivement, le brouillard sera important et qu'il y aura certainement des lignes qui seront franchies. Nous serons vigilants là-dessus. Par contre, oui, il faut cette relance économique. Mais il faut savoir, 100 milliards, très bien, mais il faut savoir où ça va, comment c'est utilisé et finalement, quel est le sens des priorités. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises sur la table là-dessus hier. Il y a des choses que nous approuvons. J'approuve l'idée, par exemple, que l'activité partielle soit prolongée. Il vaut mieux socialiser l'activité partielle que mettre tout le monde au chômage. Ça, oui,
et nous le partageons. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin sur le prêt garanti par l'État, sur la question de la relance économique, sur les baisses d'impôts, sur la question des baisses ciblées TVA, par exemple sur la restauration, sur la question des impôts de production, surtout sur l'emploi des jeunes aussi, sur tous ces sujets-là. Et comment on finance tout ça alors ? C'est la question que vous posiez. Eh bien, il y a une partie qui doit être financée en ce qui concerne les investissements d'avenir, qui est financée par ce qu'on appelle la dette productive, donc notamment ce qui a permis d'être fait par l'accord franco-allemand. Cette partie-là, elle est nécessaire. Le reste, forcément, elle nécessite un certain nombre de maîtrises de dépenses de fonctionnement. Enfin, on a abandonné dans ce pays toute idée de lutter contre le gaspillage de l'argent public. Mais je rappelle toujours que les dépenses de santé dans le produit intérieur brut, en France, sont les plus importantes d'Europe. Que l'Allemagne a 3 fois plus de lits de réanimation que nous, mais des dépenses de santé qui sont moins importantes. Donc il y a aussi à travailler ce chantier-là, parce que sinon, on sait comment ça va finir. Ça va finir comme la taxe d'habitation. Ça finira par des hausses d'impôts sur les Français. La priorité est à l'emploi des jeunes, c'est ce qu'a dit hier Emmanuel Macron, avec différentes mesures, notamment des exonérations de charges pour les entreprises. Est-ce que ce sont des mesures que vous soutiendrez, qui vont plutôt dans votre sens d'ailleurs Tellement soutenir que, vous savez, on l'a proposé. Mais c'est ça qui est surréaliste dans cette majorité. C'est qu'on nous dit on veut faire le dépassement politique, et quand l'opposition républicaine de droite fait une proposition concrète d'exonération de charges sociales patronales pendant 2 ans pour tous les jeunes embauchés en CDI, on nous refuse cette proposition et l'ensemble de la majorité de la République En Marche vote contre. Mais qui peut comprendre ça ? La réalité, c'est qu'on aurait déjà pu le voter à l'Assemblée nationale. Ça aurait déjà pu passer au Sénat. Et que la réalité, c'est qu'on aurait peut-être pu prendre des décrets d'application dès cet été et le mettre en œuvre, cette mesure, tout de suite. Pourquoi c'est pas passé ? Juste parce que ça venait de vous ? Parce que c'est nous, parce que c'est pas le président de la République qui l'a annoncé. Et voilà. Il y a du dogmatisme chez les députés de la République En Marche ? Il y a du sectarisme, il y a du dogmatisme, et il y a surtout le fait que le dépassement politique, c'est un leurre. On a émis cette proposition sur la table. Tant mieux. Ben nous, vous savez, on la votera. Parce qu'on est cohérent, parce qu'on a un cap et une ligne politique, contrairement à la majorité qui n'a plus de boussole. Mais là-dessus, on l'a fait, cette proposition, on l'a mise sur la table par Éric Woerth et Guillaume Pelletier. On fait cette proposition dans notre niche parlementaire. Nous l'avons faite il y a déjà plusieurs semaines. Sur la réforme des retraites, alors la réforme des retraites, c'est pas très clair ce qu'a dit hier le chef de l'État. Il dit pas d'abandon, cette réforme est nécessaire, mais on va voir pour le calendrier. Jean Castex va faire des propositions. Enfin, peut-être que vous avez super bien compris. Je vous rassure, j'ai rien compris. Mais peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre. Et peut-être que l'objectif, c'était justement le flou vaporeux pour cette réforme. Oui, c'est le flou vaporeux pour cette réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est que c'est un report masqué de la réforme des retraites. La réalité, c'est que cette réforme des retraites, elle a été effectivement mal emmanchée, mais elle va aussi mal se terminer. Elle va mal se terminer parce qu'on n'a pas fait de choix politique majeur. Vous savez, pour réformer les retraites, à un moment donné, soit vous agissez en en augmentant les cotisations, c'est-à-dire augmenter les impôts, soit vous augmentez la durée de départ, la durée de cotisation, soit vous repoussez l'âge légal de départ à la retraite. C'est 3 choix qui sont face à vous. Quand vous choisissez aucun des 3, vous n'avez pas de réforme des retraites. En tout cas, vous n'avez pas de financement de cette réforme des retraites. Donc nous avons fait une proposition très claire, qui est de dire progressivement repousser l'âge de départ à la retraite pour ne pas augmenter les cotisations, les impôts, pour permettre aussi d'augmenter par contre les petites retraites des salariés modestes, des pensions agricoles, des femmes seules et par exemple des personnes handicapées. Ce choix politique-là, il n'est pas fait. Tant qu'il ne sera pas fait, la réforme des retraites, elle sera ambiguë, elle sera floue. Mais remettre le sujet sur la table dès cet été, est-ce que c'est pas de nature à relancer une contestation sociale importante ? Est-ce que c'est pas un peu risqué ? Je crois que c'est d'autant plus risqué qu'en fait, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas la majorité pour faire cette réforme des retraites. Et que la réalité, c'est que la majorité des députés de la République En Marche n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas assumer le coût, finalement, politique d'une telle réforme. Et que c'est une réforme difficile qui doit être faite en début de mandat et non en fin de mandat. C'est ça la réalité. Et du coup, comment est-ce que vous comprenez l'obstination du président à relancer ce débat ? C'est toujours la même chose, c'est de faire un clin d'œil à celles et ceux qui ont voté pour lui en pensant qu'il aurait cette audace réformatrice. Mais cette audace réformatrice, elle s'estompe au fil des jours, au fil du temps, et que la non-réforme des retraites collera à cette majorité comme un sparadrap. Le sparadrap de la non-réforme, de l'immobilisme et de la paralysie. Mais clairement, pour vous, cette réforme des retraites, elle ne verra pas le jour d'ici la fin du quinquennat, vous n'y croyez pas ? Soit elle ne verra pas le jour, soit elle verra le jour, mais qu'avec les mesures positives, sans les mesures de financement. Et qu'on renverra à une clause de revoyure après l'élection présidentielle pour trouver les moyens de financement. Vous savez, donc pas de mesure d'âge. Si vous faites Exit l'âge pivot. Oui, mais si vous ne faites pas de mesure d'âge, mais si vous ne faites pas de financement, de mesures de financement des retraites, vous n'avez pas de réforme des retraites.
Concernant un autre thème, l'écologie, est-ce que vous trouvez que le président a été suffisamment, on a parlé suffisamment hier et a été suffisamment clair sur la question? Qu'est-ce que vous en retenez? J'ai trouvé moins clair que lors de la présentation de la Convention sur le climat. Je retiens beaucoup de slogans, beaucoup de lieux communs. Et Comme là quoi, aussi, par exemple, sur le fait de... sur la question, par exemple, la réforme prenons le cas de la réforme constitutionnelle et la question d'inscrire le principe de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Je rappelle quand même qu'on a une charte de l'environnement. Que cette charte de l'environnement, elle fait partie du bloc de constitutionnalité, que c'est d'ailleurs Jacques Chirac qui a porté sur l'environnement. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu une avancée sur l'écologie, c'est la droite qui l'a portée, que ce soit avec Georges Pompidou, avec Jacques Chirac ou avec Nicolas Sarkozy. Donc, je ne crois pas que ça soit simplement un coup de symbole. Le symbole est important, bien entendu, en politique, mais je crois qu'il faut maintenant une écologie au concret, pragmatique, du quotidien. Et c'est là-dessus qu'on attend dans le président de la République. Et mon inquiétude, c'est que la numéro 2 du gouvernement, elle incarne l'écologie idéologique. Marxisante, qui est une écologie de la décroissance. Et là, il va falloir trancher. On ne pourra pas être à la fois pour et contre le nucléaire. On ne pourra pas avoir un Premier ministre qui nous dit « moi, je veux défendre la filière nucléaire » et un numéro 2 du gouvernement qui dit « moi, je veux démanteler Fessenheim et arrêter toutes les centrales nucléaires ». Là, il va y avoir un choix politique. Là, en même temps, il ne sera pas possible. Même chose sur l'éolien, même chose sur le bouclier énergétique. Donc, sur ces sujets-là, on a besoin de clarification. Mais sur cette question de l'écologie et notamment du référendum, pour qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait un texte commun entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour résumer. Et donc, il faut que les Républicains le votent, puisqu'ils sont majoritaires au Sénat. Est-ce que les Républicains le voteront? Mais tout dépend de ce que sera le texte. Les Républicains au Sénat comme à l'Assemblée nationale sont favorables à des avancées en matière d'écologie, à condition que ce soit une écologie pragmatique, positive et humaine. Mais dans ce que vous savez, ce n'est pas un blanc-seing pour le référendum? En tout cas, ça ne peut pas être un référendum pour rien. Ça ne peut pas être un référendum juste pour inscrire ce qui existe déjà. Si on va au référendum, il faut qu'il y ait une question concrète posée aux Français et qu'on ait une réponse concrète. Mais je pense qu'au-delà du référendum, le Parlement, et d'ailleurs le président de la République l'avait dit, il a dit, cette convention citoyenne sur le climat, elle aura une traduction concrète sur le plan législatif. Eh bien, nous verrons qu'est-ce qui sera retenu et qu'est-ce qui sera porté. Et au Sénat comme à l'Assemblée nationale, la droite retiendra un certain nombre de propositions, mais elle en encartera aussi certaines, notamment celle des 110 km/h. Est-il possible que sur un certain nombre de points très précis, vous ayez des choses plus concrètes cet après-midi à l'occasion du discours de politique générale du Premier ministre? Je rappelle qu'il sera à 15h à l'Assemblée pour prononcer son discours de politique générale. Qu'est-ce que vous attendez de Jean Castex à cette occasion? Oui, j'imagine qu'on aura une feuille de route plus concrète. C'est difficile de faire plus abstrait de toute façon. Mais oui, certainement. Ce qu'on attend du Premier ministre, c'est que finalement, il trace ce nouveau chemin, ce nouveau cadre et cette nouvelle perspective. Mais pour lui, c'est l'équation impossible. Parce que comment tracer un nouveau cap quand la veille, vous avez un président de la République qui ne change pas de cap, qui présente un nouveau chemin flou et ambigu. Et donc, cette déclaration, elle va être dans un cadre très contraint, avec un président de la République qui a dit pas de nouveau cap, avec une majorité qui reste de gauche, et avec un gouvernement qui est fait de briques et de broc. Et donc, c'est ça la réalité politique. Donc, on verra cet après-midi. Vous allez lui répondre cet après-midi en tant que président de groupe. Vous savez déjà ce que vous allez lui dire? Oui, je vais déjà écouter sa déclaration de politique générale. J'aime bien pouvoir réagir en fonction de ce que j'entends. Et donc, j'écouterai attentivement le Premier ministre. Mais oui, nous allons rappeler ce flou, cette ambiguïté, cette absence de chemin de droite, finalement. Et ce que surtout nous ferions. Parce que la grande différence entre les Républicains et les autres formations politiques de l'opposition, c'est que nous sommes une force de proposition. Nous l'avons fait sur les retraites, nous l'avons fait sur le déconfinement, nous l'avons fait sur la crise sanitaire, et je le ferai encore cet après-midi pendant la déclaration de politique générale. Je ne me contenterai pas de critiques. Nous mettrons des propositions très concrètes et une feuille de route très concrète sur la table. Cet après-midi, je vais présenter la feuille de route des Républicains, de ce que serait la feuille de route des Républicains et de la droite sur les prochains mois. Vous présenterez un projet alternatif? Oui. Parce que je crois que c'est le rôle de la droite, d'être une force politique d'alternance. Et pour être une force politique d'alternance, il faut être aussi une force de proposition et il faut montrer aussi la voie et le chemin que cette majorité a beaucoup de mal à prendre. Il y aura des éléments sur la décentralisation dans votre feuille de route à vous? Parce que le président de la République a fait complètement l'impasse sur le sujet hier. Oui, il y aura des éléments sur la question de la décentralisation, de la fracture territoriale et de la France des territoires. Vous savez que c'est un sujet qu'on porte depuis le début. J'ai moi-même lancé cette mission sur la France des territoires il y a en tout début de mandat. Et donc oui, on mettra des propositions sur la table. Il y aura un vote à l'issue de cette déclaration de politique générale. Quel sera le vote des Républicains? Pour nous, le vote est très clair. Nous ne pouvons pas donner la confiance, donc on votera contre. Nous ne pouvons pas donner la confiance
a une majorité et un gouvernement qui a fait la preuve de son échec depuis 3 ans. C'est un aveu d'échec. Le président de la République, d'ailleurs, l'a reconnu lui-même par toute une série d'actes de contrition hier. Donc on ne peut pas faire confiance, a priori, à un gouvernement dont les 3/4 sont les mêmes, avec un chemin qui est inchangé, et sur lesquels cette politique, depuis 3 ans, a conduit la France dans le mur. Il peut y avoir des surprises au moment du vote de confiance? Par exemple, un résultat très serré ou Oh, vous savez, je crois qu'après, il y a la logique de groupe qui est toujours là. Donc, oui, bon. je n'attends pas une surprise. Par contre, ce qui sera intéressant de regarder, ça sera la manière dont le gouvernement Philippe, le nombre de pour et d'abstention et de contre qu'a eu le gouvernement Philippe, le nombre de pour, d'abstention et de contre qu'aura le gouvernement Castex. Dernière question très rapidement, Damien Abad, votre nom a circulé au moment du remaniement. Vous avez été contacté ou pas? Écoutez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quand vous êtes clair, que les messages sont passés clairement, la question ne se pose pas. Et donc, il n'y a pas eu de contact direct avec le président de la République. Et donc, les choses ont été très claires. Pourquoi? Parce que dès le début, j'ai dit, et je le redis encore devant vous, non seulement que je suis heureux comme président de groupe, mais que voilà, je préfère être président de mon groupe avec 104 députés. Donc, je suis fier tous les matins de pouvoir présider ce groupe, très engagé, plutôt que faire l'objet d'un débauchage individuel. Un poste de secrétaire d'État, ça ne vous intéresse pas? Non, je vous rassure. Même pas au handicap, pas la liste liste tout à l'heure? Non, mais alors non, d'abord parce que, comme je vous l'ai dit, je suis président de groupe, et ensuite sur la question du handicap, je crois que ce qui est important, c'est pas simplement, je crois que je le dis, c'est pas simplement le combat des personnes handicapées contre tous, c'est le combat de tous pour les personnes handicapées. Merci beaucoup. Merci Damien Abad d'avoir été avec nous. Merci Stéphane. Demain, à votre place, c'est Jacqueline Gourault, la ministre chargée des relations avec les collectivités territoriales. On passe tout de suite au Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec nous le club traditionnel du mardi qui a été décalé et on est ravis de les avoir. Nathalie Moret, Pierre Dumazeau, Yves Tréhard, merci beaucoup d'être avec nous. On va bien sûr longuement revenir sur cette intervention d'Emmanuel Macron, mais d'abord c'est l'heure de notre reportage en région et toute la semaine nous sommes en Corse, aujourd'hui direction Bastia pour voir comment les transports et les autorités publiques se sont adaptés à la crise sanitaire en multipliant les contrôles des passagers tout en permettant au plus grand nombre de touristes de venir. On regarde ce reportage de Quentin Calmet et Alizé Boissin. Avec la réouverture d'Orly, le 26 juin, la Corse a connu un accroissement significatif de son nombre de visiteurs. Une compagnie comme Air Corsica a ainsi vu son trafic revenir quasiment à la normale depuis 15 jours. Pour les compagnies aériennes, il est essentiel de retrouver la simplicité de se déplacer pour voir revenir la clientèle. Aucune obligation pour ces touristes qui arrivent en Corse, si ce n'est le port du masque obligatoire dans l'avion. Également une attestation sur l'honneur à remplir au moment de faire l'enregistrement. Mais donc Lille, à partir du lundi 13 juillet, a mis en place dans ses aéroports tout un protocole qu'on va aller voir tout de suite. Donc quand on arrive à l'aéroport de Bastia, on est accueilli par une caméra thermique qui a été mise en place par la Chambre de commerce et d'industrie de Corse. Bonjour Pierre Orsini, c'est vous qui gérez ce système. C'était quoi l'idée pour la Chambre de commerce et d'industrie? Ce système est un système de prise de température dans le flux des passagers qui arrivent naturellement du continent. Comment trouver le juste équilibre entre la gestion de l'inquiétude face à ce risque d'être un cluster en Corse et aussi l'idée que ce tourisme il est indispensable pour l'île? Alors, naturellement, c'est ambivalent comme ça. Nous sommes entre l'inquiétude au niveau sanitaire et aussi une inquiétude au niveau économique. Mais vous l'aurez constaté, nous avons privilégié le côté sanitaire. Votre attention s'il vous plaît, l'aéroport de Bastia-Porrette vous rappelle que pour lutter contre la propagation du coronavirus,
Se protéger et protéger les autres, il faut respecter les gestes barrières ainsi qu'aucun contact direct à moins d'un mètre. Alors une fois que les passagers ont franchi les portiques équipés de caméras vidéothermiques, ils sont accueillis dans le hall de l'aéroport par des grands affichages avec en 4 langues les consignes sanitaires. On va en parler avec une des responsables de l'agence régionale de santé qui nous attend. Bonjour Marie-Hélène Le Sen, vous êtes la directrice générale de l'ARS en Corse. On est mi-juillet, on voit cette grande campagne de communication que vous mettez en place. Est-ce que c'est suffisant pour prévenir ce risque de voir un cluster naître en Corse ? Écoutez, c'est une démarche en tout cas pédagogique et préventive nécessaire. Il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. Donc c'est vrai que la responsabilité individuelle est cruciale, tant pour le respect des mesures barrières, masques, distanciation, que quand on remplit une déclaration sur l'honneur ou lorsqu'on fait la démarche de faire un test avant le départ. À l'heure actuelle, combien de cas recensés sur l'île et combien d'hospitalisations ? Alors écoutez, pas du tout d'hospitalisation et on a 5 cas effectivement qui sont en isolement en fait. Les perspectives sont positives, nous disent les représentants économiques de l'île. Des mesures également mises en place dans les gares maritimes et très importantes pour éviter toute reprise de l'épidémie en Corse. Une reprise qui viendrait casser la bonne dynamique actuelle de l'économie sur l'île. Et voilà pour ce reportage de Quentin Calmet, Alizé Boissin. La suite demain, bien sûr, à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Ils seront toujours à Bastia, mais pour parler d'un autre sujet, vous verrez. Allez, on va parler longuement de l'intervention d'Emmanuel Macron. C'était hier 1h20 d'interview. Que faut-il en retenir? On voit ça avec Fanny Conquis. Et bonjour Fanny. Bonjour. 1h20 d'interview, on le disait, pour le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, Emmanuel Macron a renoué avec la tradition de l'interview du 14 juillet, un échange pour fixer le cap des 600 jours avant la fin de son mandat. D'abord sur le contexte actuel et la gestion de la crise sanitaire. Emmanuel Macron souhaite rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés, a priori à partir du 1er août. Par ailleurs, le chef de l'État a insisté sur la poursuite de la politique de test pour tenter de contenir une possible seconde vague. Ensuite, sur les sujets plus politiques et économiques, le président a reconnu que le pays allait connaître des plans sociaux et une forte augmentation du chômage. Emmanuel Macron a d'ailleurs souligné le rôle du chômage partiel pendant la crise qui a évité des licenciements, quoi qu'il en coûte. Écoutez. Le fameux « quoi qu'il en coûte » que j'ai prononcé au mois de mars, c'était la première réponse contre le chômage. Parce que, et là, est-ce qu'il est toujours valable, quoi qu'il en coûte, aujourd'hui? La vérité, c'est qu'il est en train de continuer à se déployer. Mais nous allons maintenant... Il était légitime, une fois encore. Il était légitime parce qu'il y avait le feu à la maison. Et donc, on n'allait pas compter les seaux. Et ce quoi qu'il en coûte, il était légitime parce qu'il évitait une casse sociale, économique, avec les drames qui l'accompagnent, que nous aurons payés hier ou demain. Et donc, cet effort se poursuit. Le président a par ailleurs précisé que les jeunes devaient être la priorité de ce plan de relance à travers toute une série de mesures, l'exonération des charges pour les jeunes, la mise en place de contrats d'insertion et de formation complémentaires pour les jeunes qui devaient rentrer sur le marché du travail cette année. La réforme des retraites, bien sûr, a également été abordée, une réforme juste et qui doit aboutir selon le président. Et pour cela, il faudra de la concertation. Écoutez. La réforme universelle est une réforme juste et bonne, et que nous ne ferons pas l'économie d'une réforme de notre système de retraite pour qu'il soit viable. Et donc, le Premier ministre... Non, mais on va le faire avec méthode. C'est au gouvernement de le procéder. Le Premier ministre, Jean Castex, va réunir en fin de semaine, vendredi, l'ensemble des partenaires sociaux pour tout mettre sur la table. Tout. Sur la question environnementale, le président de la République veut aller le plus vite possible sur l'inscription de l'écologie dans la Constitution. Mais avant de convoquer un référendum, il faut d'abord faire adopter cette proposition par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Enfin, à noter, le président de la République a été interrogé sur la nomination de Gérald Darmanin comme ministre de l'Intérieur alors qu'il existe une plainte pour viol. Emmanuel Macron a déclaré respecter et partager la cause féministe tout en voulant garantir la présomption d'innocence. Du côté des sénateurs, eh bien, cette prise de parole a globalement peu convaincu. Regardez, vous allez le voir, ce tweet de Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Regardez, le nouveau chemin, c'était une grande interview dans la presse régionale, un remaniement et un entretien du 14 juillet. Les trois auront été sans perspective ni vision. Pour la réinvention, on repassera.
Merci beaucoup Fanny, à tout à l'heure pour la revue de presse. Yves Tréhard, est-ce que vous avez été convaincu par cette interview? Est-ce qu'il a réussi l'exercice? Non. Je pense que je vais essayer d'aller au-delà. Moi, je crois qu'il y a un gros problème, quels que soient d'ailleurs les acteurs politiques qui viennent. Soit on fait un mauvais usage de la Ve République, soit il faut complètement changer la méthode. Il y en a assez là. Ça fait 5 fois qu'il parle. Il parle hier, le Premier ministre parle aujourd'hui, et on ne sait toujours pas précisément ce qui se passe. Donc il y a un problème de communication politique. Alors les oppositions peuvent critiquer, elles ne feraient pas mieux de toute manière. Mais il faut que la parole présidentielle soit rare, et quand elle existe, il faut qu'elle dise des choses, précisément. Il y en a assez de savoir si on fait la réforme des retraites ou pas. On ne va pas la faire. Il a essayé de noyer le poisson, c'est évident qu'il reste 18 mois d'ici à la présidentielle. Sur ces 18 mois, il y a une année utile, puisqu'on sait très bien qu'après c'est la campagne présidentielle. Donc il la fera pas, cette réforme. C'est pas comme ça qu'on peut la faire. On a vu le bazar que ça fait dans la rue. On va venir sur cette réforme. Il n'en a pas assez dit hier. Mais non, mais ou alors il ne fallait pas parler pour dire seulement ça. Il ne faut pas parler pendant 1h30. Mais tout le monde dormait. Vous savez comment les Anglais disaient? Ils disent boring. C'était boring. Donc, qui nous parle? D'abord, son acte de contrition a duré beaucoup trop de temps. Ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'il s'excuse, comme faisait Sarkozy, comme faisait Hollande. Il y en a assez de ces présidents qui s'excusent, qu'ils agissent, qui ne s'excusent pas. Première chose. Deuxième chose, bon, des masques, très bien, c'était tout le contraire de ce qu'il nous disait il y a 3 mois. Mais c'est comme ça. Il y avait un mensonge d'État à rétablir, enfin plutôt à corriger. Et puis, après, il y avait les mesures économiques. Et là, les mesures économiques, c'était plus intéressant, parce que je crois que c'est ce qui vraiment intéresse les gens, avec des mesures qui sont assez social-démocrates. On revient au contrat hybride de Martine Aubry, finalement. Hein. C'est pas des mesures qui sont très originales. Des mesures où l'État est là en soutien, c'est le traitement social du chômage. On va voir ce que ça donne. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de chômage, de chômage, d'impôts, à part cette histoire de taxe d'habitation. Mais somme toute, c'est assez cocasse de voir Damien Abad dire qu'il y a une augmentation alors qu'ils étaient contre et qu'ils n'en voulaient pas. La politique est en train de se décrédibiliser par moments. C'est assez tragique. On va revenir en détail sur ces annonces. Nathalie, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé que le président de la République avait tenté de se réinventer, au moins dans la forme. On a vu depuis le début du quinquennat un président de la République assez péremptoire. On avait dit jupitérien au début de son quinquennat. Là, clairement, il a employé plus souvent le nous, le collectif, l'horizontal, et c'est de moins en moins vertical. Ça peut paraître comme ça anecdotique, mais je pense que c'est une tentative pour lui de se réconcilier avec les Français, dont il a pris conscience, et d'ailleurs il l'a avoué, que les Français étaient pour la plupart en rupture avec leur président. Donc à un petit peu moins de 2 ans de 2022, je pense que l'objectif était là. Après, sur le fond, il a répété ce qu'il nous avait dit de nous dans l'entretien qu'il avait accordé à la presse quotidienne régionale. Il dit clairement que le cap de 2017 reste le même, mais que dans la méthode, c'est différent avec... Là, l'illustration, c'est le changement du Premier ministre. Et on voit bien qu'en creux, il y a quand même une critique assez nette de la gouvernance d'Édouard Philippe. Notamment sur un manque de dialogue. C'est ça, il a dit, voilà, maintenant on est dans le temps du dialogue social avec les élus, avec les partenaires sociaux. Et en creux, c'était une façon de dire qu'avec Édouard Philippe, c'était moins le cas. Pierre? Oui, c'était très pénible à écouter, très long, pas grand-chose. Moi, il y a... Dans ce qui m'a marqué, c'est l'absence totale de considération pour les régions, pour les territoires, pour la décentralisation. Ça n'a jamais été abordé alors qu'il y a eu 60% d'abstention aux dernières élections municipales. Et évidemment, rien sur l'insécurité. Après tout ce qu'on a vécu, ne serait-ce que les heurts qu'il y a eu à Paris, quelques heures après le discours du chef de l'État. Donc ça, moi, c'est vraiment l'absence de ces 2 sujets qui m'ont marqué. Après, rien sur ce qui concerne véritablement les Français. Je pense qu'ils s'en foutent. La majorité n'a pas regardé 1h20 d'entretien, et là où je suis d'accord avec Yves, d'excuses. C'est extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible ce à quoi on a assisté hier. On ne retient pas grand-chose finalement. Juste ces 2 absences de sujets et dans la forme vraiment quelque chose de daté, d'usé, de dépassé et de franchement inutile. C'est vraiment parler pour rien dire. Et en plus, c'est parler pendant 1h30. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est pénible. Et on a un président qui est incapable de justifier son changement de Premier ministre. Enfin,
c'est pénible, c'est vraiment pénible. Effectivement, rien sur la sécurité, comme le dit Pierre. Alors, ça peut paraître surprenant ou pas. On sait que c'était la priorité numéro 1 des Français pendant les municipales. Jean Castex lui-même parlait dans ses premières interviews de retour de l'autorité républicaine. C'est surprenant qu'Emmanuel Macron n'en ait pas parlé. Oui, c'est surprenant, d'autant que ça a été vraiment la lacune du début du quinquennat. Ça a été un désordre total sur le plan de la sécurité, sur le plan de la justice aussi, avec 2 ministres qui n'étaient pas tout à fait au niveau. Madame Belloubet est sans doute une très grande professeure de droit, mais elle n'arrive pas à incarner la chose judiciaire sur la place publique. Et Castaner, il faisait du zigzag. En fait, les Français sont très préoccupés par ça. Macron, on le sait, c'est pas trop son univers, c'est pas trop son terrain, et on pensait qu'il allait le réinvestir. Surtout que là, vous n'avez pas besoin de grandes réformes, vous avez besoin d'un ton, vous avez besoin d'agir. Il y a encore eu des faits divers horribles ces derniers jours à Bayonne, où un conducteur de bus s'est fait massacrer pour un ticket de métro. Pas un mot pour la gendarme. Pas un mot pour la gendarmette non plus, qui s'est fait tuer récemment dans le sud-ouest aussi, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est pas normal, ça. Il aurait dû... Alors, il a parlé des caméras piétons, mais c'est technique pour les Français, ça. C'est un truc que veulent les policiers, d'ailleurs. À mon avis, ils ne seront pas contre. Sauf que c'est très difficile à mettre en place, ça coûte très cher. Et c'est vrai qu'il est étonnant qu'il n'en ait pas parlé davantage. Alors après, il était embarrassé parce que je pense qu'il va traîner comme une casserole. L'affaire Darmanin, ça va être... Je ne sais pas si Gérald Darmanin va pouvoir rester jusqu'à la fin du quinquennat. Je commence à en douter. Je pense qu'il va y avoir une mise en exergue de cette affaire par les groupes féministes qui va gagner l'extrême gauche. Et ça va être un désordre dans la rue, mais permanent, quotidien. Et ça va être assez rude à tenir, même si Darmanin a le profil, évidemment, pour être ministre de l'Intérieur, parce qu'il a cette autorité qui est quasi naturelle. Bon, voilà, et puis c'est toujours l'éternel problème entre le jugement moral dans cette société de moraline poussée, et puis la présomption d'innocence, qui est quand même un principe de droit. Juste un mot pour dire, effectivement, vous avez raison, il n'a pas parlé de sécurité, c'est un manque, il a très peu parlé d'écologie aussi, juste pour dire que les questions ne lui ont pas été posées. Oui, c'était un exercice d'1h15. Il n'a pas maîtrisé l'interview d'ailleurs. Et effectivement, alors après il aurait pu le placer, mais effectivement, les questions ne lui ont pas été posées, donc je mets juste ce bémol-là. Rapidement. Oui, il s'est fait balader. Certes, les questions n'ont pas été posées, mais je suis d'accord avec Yves. Il n'y a eu aucune maîtrise de l'interview de la part du chef de l'État. Allez, on va continuer. Et d'ailleurs, il avait un geste très mitterrandien qui nous a rappelé les grandes années où on écoutait religieusement quelqu'un qui nous... Oui, on n'aura pas la fin de on va écouter ce qu'on pense de leader de l'opposition, Christian Jacob pour les Républicains, Olivier Faure pour le Parti Socialiste. La politique, c'est l'art de l'exécution. Le président est incapable d'exécuter. C'est-à-dire faire des discours, ça, il a l'habitude de le faire, et on connaît d'ailleurs la rhétorique, c'est toujours la même, il commence par un mea culpa, j'ai sans doute eu des maladresses, j'ai pu blesser certaines personnes, mais en fait j'ai réformé, mais les Français ne m'ont pas compris. Ce discours-là, il nous le sert à chaque fois. Simplement, où on en est? La réforme des retraites, il la remet sur la table. On a eu 3 ans pour rien. Il fait un mea culpa rarement sur le fond, toujours sur la communication. Donc, en réalité, il nous explique qu'il a été mal compris, qu'il a été parfois maladroit, mais surtout, c'est que nous, Françaises et Français, nous avons mal saisi la profondeur de sa pensée. Et donc, il nous dit j'ai commis des erreurs, pour la peine, je ne change pas de cap. Allez comprendre. Voilà, Nathalie, c'est pas beaucoup plus clair pour eux. Oui, mais effectivement, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il est dans une séquence où, quand le président ou n'importe qui parle, il y a peu de choses qui impriment. Donc, le président de la République, il est depuis 1 mois dans l'art de la répétition. On appelle ça de la pédagogie quand on veut être sympathique. Mais qu'est-ce que les gens vont retenir des 1h20 d'hier? Ils vont retenir qu'à partir du 1er août, il faut porter le masque. Le reste, c'est quand même compliqué. Moi, je retiens qu'il a répété les mêmes choses qu'il avait dit lors de la presse quotidienne régionale. Il y a quoi d'important? Il y a, oui, ça
ça va être dur. On va avoir 1 million de chômeurs avant le printemps 2021. Et voilà ce qu'on va mettre en place pour essayer de contenir les drames que ça va impliquer. Et ça, il faut le répéter parce qu'effectivement, dans une interview d'1h20, c'est compliqué de laisser passer plus d'un message aujourd'hui. La société médiatique, elle est ainsi faite. Et c'est pour ça que je pense qu'il est dans l'art de la répétition. Et on retient aussi peut-être un chiffre, 100 milliards supplémentaires qui seront versés au plan de relance, avec en plus des 460 milliards qui sont déjà prévus. Vous le dites, l'économie, c'est là-dessus qu'attendent les Français. On est dans une crise économique, on est dans une crise sociale. Est-ce que annoncer de tels chiffres, ça parle aux gens ? Je ne sais pas si ça parle, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est pas la macroéconomie, c'est la microéconomie, c'est la vie de leur entreprise, la vie de leur emploi, leurs problèmes quotidiens. C'est sûr, mais bon, c'est probablement là-dessus que le gouvernement a le mieux agi pendant cette crise sanitaire, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Mais autant la gestion de la crise sanitaire a été compliquée, autant, je dirais, rarement en Europe, il y a eu un État qui a été, heureusement d'ailleurs, parce que l'État français est tellement omnipotent et on lui reproche d'être trop présent souvent, mais là en l'occurrence il fallait qu'il le soit et je pense que les réflexes ont été bons. Après on va voir si les mesures qui sont prises, si l'argent qui est mis sur la table est suffisant. La France a un avantage énorme, comme la plupart des pays, c'est que les taux d'intérêt sont quasiment nuls, c'est que la Banque Centrale Européenne joue le jeu, et c'est qu'il va y avoir probablement, même si les pays frugaux comme les Pays-Bas tirent un peu la langue, eh bien, normalement, il devrait y avoir une enveloppe mise à la disposition des États qui est importante, de 800 milliards d'euros. Et cet argent ne va pas aller justement aux frais de fonctionnement, parce que c'est ça qui est intéressant, et Damien Abad avait raison tout à l'heure. Si c'est pour payer les fonctionnaires et puis faire fonctionner la machine d'État, ça n'a aucun intérêt. Si en revanche, c'est pour faire de l'innovation et puis essayer de faire en sorte que le pays se modernise, ça c'est intéressant. Un mot là-dessus, sur ces 100 milliards. Est-ce qu'il aurait fallu peut-être plus de concret, que ça parle plus au quotidien des Français ? Là encore, moi je suis d'accord avec Yves, sauf que le petit bémol, c'est vrai que c'est assez technique et qu'il faut s'y intéresser quand même de très près pour comprendre ce que, dans le détail, ça veut dire que je suis incapable dans le détail de vous expliquer tous les mécanismes du plan de relance, ça, c'est une certitude. Donc plus concret, oui, moi je le pense. Je pense que ça n'a absolument pas parlé aux Français qui ont regardé ça. Après, pour utiliser un autre anglicisme, c'est un peu wait and see. Voilà, on va voir ce qui se passe. Effectivement, l'enveloppe est loin d'être honteuse. Le mécanisme va être enclenché. On espère que ça marchera. À voir si ça donne des résultats. Mais là encore, c'était, un langage, c'est un peu comme ces responsables politiques de la majorité ou des Républicains qui viennent sur un plateau de télévision vous expliquer le mécanisme des points de PIB, etc. Ça parle absolument pas et c'est pas très concret. Là encore, le chef de l'État aurait gagné un peu plus de clarté. Allez, on va voir ce qu'il a dit, ou plutôt ce qu'il n'a pas dit sur les questions de territoire, de décentralisation. Mais d'abord, on va aller à Toulouse retrouver Éric Berger. Bonjour Éric, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche du Midi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Éric. À la une de la Dépêche du Midi, bien sûr, Emmanuel Macron trace son nouveau chemin. Oui, en effet, on a consacré 2 pages aujourd'hui sur l'interview télévisée accordée par le président de la République hier. Alors, on est revenu très longuement sur les principales annonces au cours de cette interview, le plan de relance à 100 milliards, les mesures pour l'emploi des jeunes, le référendum sur l'environnement, sur le fait qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, etc. Il y avait un point qui a trouvé un écho ici, c'est tout ce qui concerne le transport ferroviaire. Le président a quand même annoncé que les trains de nuit seraient relancés et on est concerné dans la région. Le fret ferroviaire également, puisqu'il y a depuis plusieurs semaines une mobilisation pour la relance du train de fret Rungis-Perpignan. Et malheureusement, en revanche, on peut regretter qu'il n'ait pas parlé de la LGV pour laquelle la région Occitanie se mobilise et la métropole toulousaine, puisqu'on attend ici enfin la LGV entre Bordeaux et Toulouse. Donc on a décliné toutes ces propositions, enfin toutes ces priorités sur les 2 pages, et puis on donne aussi les réactions des principaux leaders de l'opposition, de la majorité, des réactions plutôt négatives, comme vous avez pu déjà en parler tout à l'heure.
Et double page à lire donc aujourd'hui dans la Dépêche du Midi. Et puis vous avez aussi des pages spécialités pour ceux qui sont déjà en vacances, qui ont de la chance ou ceux qui vont l'être, avec notamment des lieux à découvrir dans votre région. C'est ça, on a déjà des vacanciers, des touristes en Occitanie. Donc tous les jours, on propose des pages été, qu'on a intitulées tout simplement C'est l'été, avec en particulier une rubrique Trésor d'Occitanie. Il y aura un reportage tous les jours sur un lieu à découvrir dans la région. Aujourd'hui, on invite nos lecteurs à se rendre à la découverte de grottes dans le département du Lot. Et puis on aura aussi une série quotidienne chaque semaine qui sera renouvelée. Et cette semaine, eh bien, on évoque le Tour de France avec les grandes étapes mythiques du Tour dans la région. Aujourd'hui, on parle d'une chute tragique d'un coureur en 1960 dans la région. Et puis hier, on parlait d'une victoire qui a marqué les esprits de Laurent Jalabert, le cycliste tarnais. Voilà, c'est notre rubrique du jour, notre série d'été, pour rappeler que normalement, le Tour de France aurait dû se dérouler en ce moment, mais ce n'est que partie remise. Et oui, ce n'est que partie remise. On suivra tout ça en septembre. Merci beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous. On va revoir la une de la Dépêche du Midi. Macron trace son nouveau chemin. Merci, Éric, d'avoir été avec nous aujourd'hui et tous les mercredis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette saison et on l'espère à l'année prochaine, Éric. Merci. Je l'espère aussi. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. On parlait de territoire, de décentralisation. Alors Nathalie, vous me direz, la question ne lui a pas été posée hier sur la décentralisation. Mais il n'y avait pas de journalistes de la presse des régions. Donc, exactement. Voilà. Mais très peu de choses. Voilà. Mais non, mais ça explique aussi beaucoup de choses. Effectivement, non mais franchement, il y aurait eu, à chaque fois qu'il y a une interview, j'allais dire, importante d'un leader, les questions sur les régions ne lui sont pas posées parce que souvent la presse parisienne oublie qu'en dehors du périphérique, il y a beaucoup de gens qui vivent. Donc oui, pour répondre à votre question... Est-ce que du coup c'est compliqué pour Emmanuel Macron qui veut se réconcilier avec les élus locaux, mais qui ne dit presque rien sur les élus locaux? Il a un nouveau Premier ministre qui vient de Prades. Non, mais franchement, c'est vraiment la réponse d'Emmanuel Macron au territoire et aux Gilets jaunes et au président des riches et au président des métropoles, c'est d'avoir nommé Jean Castex, maire de Prades, 6 000 habitants, Pyrénées-Orientales, qui parle avec un accent qui n'a rien à voir avec celui d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est vraiment une réponse hyper visible et hyper concernante. Incarné. Très incarné. Et d'ailleurs, il ne cesse de le répéter, le nouveau Premier ministre. Il ne cesse de dire « je suis le président des territoires ». Et tout ce qu'il fait dans sa communication s'inscrit en creux dans l'exact contraire de ce qu'était Édouard Philippe. Donc la réponse, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de questions sur les territoires, mais vous allez voir cet après-midi, lors du discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le mot territoire va être prononcé. Ça serait bien d'ailleurs qu'on le coche, parce qu'à mon avis, on va avoir des surprises. Et ça va être la réponse. Et cet après-midi, on est en fait dans un duo. Il y a le président de la République d'une part, et ensuite le chef du gouvernement. Et la communication va être là-dessus bien huilée. Et peut-être même encore plus demain au Sénat, puisqu'il prononcera également un discours demain au Sénat. Nathalie a raison. Et après-demain au Conseil économique et social et il y aura beaucoup de territoires. Et samedi à la foire. Non, mais la réponse au territoire, c'est Jean Castex. Non, elle a raison, Nathalie, complètement raison. C'est vrai que la réponse, là, pour le coup, elle est incarnée, elle est réelle. Le Premier ministre a parlé beaucoup des territoires et c'est très bien. Alors, est-ce la raison pour laquelle il n'en a pas parlé hier? Bon, la question ne lui a pas été posée. Il a quand même dit qu'il entendait entretenir maintenant, et c'était dans la première partie, cette première longue partie de contrition, où il a dit je change la méthode, et changer la méthode, c'est justement être à l'écoute des territoires, et des élus dialoguer avec les élus locaux, prendre en compte les corps intermédiaires. On l'avait déjà compris à l'issue des Gilets jaunes. Donc c'est vrai que et il l'a redit aussi quand on lui a posé la question de savoir quelle était la différence entre Édouard Philippe et Jean Castex, qui sont tous les deux énarques. Ils sont certes tous les deux énarques et de droite, mais ils incarnent pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui est quand même le symbole d'une espèce de parisianisme, même s'il est maire du Havre, il est d'ici. Enfin, il a des réflexes qui sont des réflexes très, très, très urbains, y compris dans la façon de parler, de se tenir. C'est pas du tout le cas de Jean Castex, y compris dans la façon de s'habiller, j'ai envie de dire. Vous voyez, Jean Castex, il a des cravates chamarrées, il est différent. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même façon d'être.
Pierre, sur cette question. Oui, c'est bien qu'au bout de 3 ans et demi de mandat, on se rende compte qu'il y a des corps intermédiaires et des territoires et qu'il faut s'en occuper. Je pense que la réponse Jean Castex, elle est effectivement, tout est vrai dans ce qui vient d'être dit, mais je pense qu'elle est essentiellement cosmétique et que ça va pas suffire. Ça va pas calmer les présidents de région, ça va pas calmer les maires, ça va pas donner plus de prérogatives aux maires, ça va pas éclaircir le millefeuille administratif où un maire est empêché par le président de l'agglo, etc. Ça va résoudre aucun problème en fait. Et on l'a rappelé en début d'émission, mais il reste 1 an à peu près pour agir. Donc moi, je veux bien que Jean Castex ait un accent et des cravates colorées, mais je ne pense pas que ça apporte une réponse suffisante. Et je pense que le Sénat va être particulièrement attentif à ce qui sera dit demain. Et on suivra tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, notamment demain dans ce Club des Territoires. Allez, avant de se quitter, on va regarder ce qu'il y a à la une de vos quotidiens régionaux avec Fanny. Et Fanny, à la une de quasiment toute la presse régionale, Emmanuel Macron. Oui, bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec la Provence et ce titre à la croisée des chemins. Le journal revient évidemment ce matin sur l'interview hier du chef de l'État qui a donc renoué avec la traditionnelle interview du 14 juillet, une interview pour fixer le cap des 600 prochains jours, plan de relance écologique. Que faut-il retenir de ces annonces? C'est donc à lire dans le dossier ce matin dans la Provence. On poursuit avec La Montagne qui consacre sa une justement à ce sujet. Sauver l'emploi. Alors que l'on redoute un chômage massif à la rentrée, le chef de l'État a mis l'accent hier sur l'emploi des jeunes. Emmanuel Macron en a fait une priorité et cela se traduit par plusieurs mesures qui leur sont destinées. Ensuite, on poursuit avec Ouest France. Regardez, cette autre annonce que l'on peut retenir, qui a été faite hier par le chef de l'État, Emmanuel Macron, souhaite en effet rendre obligatoire le masque dans les lieux publics clos, une interdiction qui devrait entrer en vigueur au 1er août prochain. Et puis on termine cette revue de presse avec Nice Matin. Évidemment, ce matin, le journal rend hommage aux victimes de l'attentat du 14 juillet 2016. On s'en souvient, ce terrible attentat qui avait fait 86 morts et près de 500 blessés. C'était sur la promenade des Anglais, c'était il y a 4 ans. Le président de la République hier s'est associé à l'hommage rendu aux victimes. Et merci beaucoup Fanny pour cette revue de presse. On va regarder vos unes, l'édito de la lettre de l'expansion. Pierre, rien ne change. Oui, rien ne change en rapport au nouveau gouvernement qui n'est pas au complet car il manque encore les secrétaires d'État. Effectivement, c'est ce qu'on évoque avec des infos dans la lettre de l'expansion. Avec des infos évidemment. Non, avec plusieurs créations de secrétariat d'État. Réflexion sur un secrétariat d'État notamment à l'audiovisuel et un autre à la condition animale qui serait vraiment 2 nouveautés. Et dans la lettre, évidemment, le casting auquel la Macronie pense, qui vont aller piocher dans les députés de la majorité. Et on ne dit rien, c'est à lire dans la lettre de l'expansion. À la une de journaux du groupe Ebra de l'Est républicain. Nathalie, tous masqués. Oui, c'est une des annonces fortes hier du président de la République. On devra tous porter des masques dans les lieux publics clos, a priori dès le 1er août. On va peut-être avoir des précisions cet après-midi par Jean Castex. C'est important pour l'Est républicain de mettre ça à la une parce que c'est, je vous le rappelle, une des régions qui a été très très touchée par l'épidémie de Covid. Donc pour eux, c'est effectivement très important. Et à la une du Figaro, Emmanuel Macron. Macron cherche encore le nouveau chemin. Bah oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas eu l'impression qu'il l'avait vraiment trouvé. Non, pour dire la vérité, c'est que c'était évidemment une interview assez décevante. Je ne pense pas que ça ait rempli d'informations les Français qui étaient en attente. Il y a eu l'histoire du masque, il y a un peu de social. Voilà, et encore une fois, je pense que sincèrement, il faut qu'on réfléchisse à ça, mais il faut arrêter ces déclarations qui durent 1h30 cet après-midi. C'était une première quand même, l'interview présidentielle du 14 juillet. Oui, c'était une première depuis qu'il est président de la République. Ça a été inventé. C'était beaucoup plus drôle quand il y avait Valéry Giscard d'Estaing avec Yves Mourouzi. Là, au moins, ça durait peu de temps. Les moins de 20 ans s'en foutent. Oui, mais les moins de 20 ans, il faut leur dire que ça peut revenir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci, un grand merci à vous 3 d'avoir été avec nous toutes les semaines, tous les mardis. Et on espère aussi vous retrouver la saison prochaine, tous les 3 dans ce club. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, notre invité politique, Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. À demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires.
La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.